si cette force énergétique et intellectuelle n'est pas canalisée par un travail décent, vous pensez que nier les réalités peut continuer à masquer les choses? Non, il faut que le pouvoir mauritanien se réveille. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Où en est la Mauritanie face aux défis sociaux, migratoires et politiques? Peut-on qualifier le pays en crise ou alors en pleine mutation? Et pour répondre à cette thématique, nous recevons Kali Diallo. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes le député mauritanien du Front républicain pour l'unité et la démocratie. Partons déjà sur l'actualité pour commencer. Le jeudi 18 septembre, la présidence donc de la République mauritanienne a procédé donc à ce remaniement partiel du gouvernement. Mais pensez-vous que ce renouvellement contribuera à mieux justement gérer les urgences sociales telles que la crise alimentaire et la modernisation aussi de l'administration? Je suis très heureux d'être sur votre plateau télé pour cet entretien. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Par rapport à la Mauritanie et par rapport à ce qui vient de se dessiner actuellement dans ce remaniement, je peux dire un mini-remaniement dans le gouvernement, je pense que là n'est pas la question. Le plus important, ce n'est pas de changer les personnes, c'est de changer la manière de gouverner, c'est de lutter contre la corruption, c'est de faire instaurer la transparence, c'est de permettre aux Mauritaniens de se retrouver autour de la même table, de discuter de leur avenir. Mais ce n'est que le jeu de chaises, comme on dit. Mais je n'ai aucun espoir que la nouvelle équipe fera quoi que ce soit. Parce que le problème n'est pas au niveau d'un remaniement, c'est plus profond que ça. Aujourd'hui, les Mauritaniens, ils veulent un état de droit. Les Mauritaniens, ils veulent la justice. Les Mauritaniens, ils veulent l'équité, l'égalité dans le partage des richesses énormes que nous avons. Nous sommes un pays béni en termes de ressources minières, en termes de ressources naturelles. Mais malheureusement, cette bénédiction-là ne profite pas aux populations mauritaniennes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de faire partir l'actuel pouvoir pour qu'il y ait un autre pouvoir plus transparent et qui va mettre les Mauritaniens sur le même pied d'égalité. Et ce pouvoir-là, donc plus transparent, est-ce que vous serez prêt, vous, à le mener? Je fais pas de la politique pour être un figurant. Si c'est une volonté du peuple, comme le peuple a demandé à ce que je sois candidat à l'époque comme député et que le peuple a voté pour moi, d'où je tire d'ailleurs la légitimité de mon sobriquet, le député du peuple, je pense que si le peuple décide demain de me porter à la magistrature suprême, pourquoi pas? On ne fait pas la politique pour dire que je vais m'arrêter à être député ou maire. Mais nous gardons la tête sur les épaules, mais nous sommes là aux côtés du peuple, pour le peuple, et nous travaillons pour que la Mauritanie puisse aller sur de bonnes rails. Dernièrement, vous avez publiquement insisté sur la nécessité d'une répartition équitable des postes administratifs à travers toute la communauté ethnique. Or, le rapport 2025 justement du Haut Commissariat aux droits humains souligne la persistance de discrimination institutionnelle contre les Mauritaniens noirs. Quels sont, selon vous, les principaux freins justement véritables pour une réforme inclusive auprès de ces Mauritaniens noirs? Vous savez, nous sommes un pays riche en termes de diversité culturelle. Nous avons des ethnies, nous avons des Wolofs, nous avons les Peuls, nous avons les Maures, nous avons les Soninké, nous avons même les Bambara, les Haratines et les Métis dans notre pays. Donc cette richesse-là, la Mauritanie n'a pas su profiter. Le pouvoir mauritanien, même les pouvoirs qui se sont succédés, n'ont jamais su, en tout cas, créer une ambiance qui permettra à toutes nos ethnies d'être représentées dans l'avenir, de conjuguer notre pays ensemble. La réalité, elle est là, elle est devant nous, on ne peut pas la nier. Aujourd'hui, les Mauritaniens vivent dans la discrimination, et cette discrimination, elle est très claire, elle est visible à l'œil nu. On ne peut pas comprendre qu'une seule entité, une seule ethnie,
prend la majeure partie de tous les postes au détriment des autres communautés. Ceci n'est pas normal. Le dire, ce n'est pas être contre une communauté donnée. Non, le dire, c'est rappeler qu'il doit y avoir une égalité entre les Mauritaniens, qu'il doit y avoir une possibilité à tous les Mauritaniens, les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais malheureusement, surtout avec l'arrivée du pouvoir actuel qui est là depuis 7 ans, ce pouvoir aujourd'hui maintient la Mauritanie, a ramené la Mauritanie à 35 ans en arrière, à 40 ans en arrière. C'est un pouvoir qui nomme sur les tribus, sur le copinage, sur l'amitié, sur le régionalisme. Il n'y a pas d'équilibre entre les communautés mauritaniennes. Il y a une volonté d'effacer les autres communautés. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer devant n'importe quelle chaîne du monde, à n'importe quelle échelle. Nous allons continuer à porter ce combat, à porter ce plaidoyer pour dire que la Mauritanie est un pays qui appartient à tous les citoyens mauritaniens. Il est inconcevable qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau de la primature, c'est-à-dire le Premier ministre, au niveau de la présidence, au niveau de tous les ministères clés sont détenus par une seule communauté. Et si on en parle, on nous traite de racistes. Ce n'est pas être raciste. Nous sommes en train de dire que nous avons une diversité culturelle que la politique mauritanienne n'a jamais réussi à mettre sur les rails. Nous, ce que nous proposons, contrairement à ça, c'est quoi? C'est plus d'inclusion. Nous proposons un vivre ensemble réel. Nous proposons que demain, quand le pouvoir va changer, que tous les Mauritaniens se retrouvent dans les affaires mauritaniennes, gèrent le pays ensemble. Ça, demander et parler de ça, ce n'est pas trop demander. Aujourd'hui, vous avez parlé de la discrimination. À l'heure actuelle où je parle, un jeune Mauritanien, Ibrahim Abba, a été raflé par la police, contrôlé au faciès, arrêté à la police. Et quand ces empreintes ont prouvé qu'il était mauritanien, à 11 h le matin, on ne l'a pas libéré. Ils ont continué à le mettre au centre de rétention au niveau de la police pour remettre même en cause son identité. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'enrôlement mauritanien. Aujourd'hui, tous les Mauritaniens n'ont pas accès à un enrôlement biométrique. Tous les Mauritaniens n'ont pas d'état civil, n'ont pas de carte d'identité. Et donc, il y a cette chasse à l'homme qu'on met en place et au nom de quoi? Au nom du détriment de dire la lutte contre la migration, on va y venir. Mais aujourd'hui, il y a un véritable problème, il y a une véritable psychose qui s'installe. Aujourd'hui, un Mauritanien, un négro-mauritanien qui sort de sa maison pour aller acheter du pain, il peut se retrouver au commissariat en le confondant avec un non-mauritanien. Et ça doit cesser. Les contrôles au faciès doivent s'arrêter. On doit respecter la dignité humaine. On doit respecter tous les Mauritaniens et les traiter sur le même pied d'égalité. C'est un discours que nous prenons depuis plus de 25 ans et nous n'allons pas changer tant que la donne de gouvernance en Mauritanie n'a pas géré les choses sur le même pied d'égalité. Mais avez-vous sincèrement l'espoir que ce gouvernement, que la Mauritanie change? Parce qu'à l'heure actuelle, comment se porte la Mauritanie et surtout le peuple mauritanien? On dit que le peuple même travailleur de Mauritanie est en colère. Comment justifier cela? Oui, le peuple, il ne peut pas ne pas être en colère. Quand un peuple n'a pas accès aux soins, quand un peuple, le panier de la ménagère, toutes les semaines, il est à la hausse. Le prix de l'huile, le prix du sucre, tous les prix des denrées alimentaires de première nécessité grimpent. L'État ne propose pas une alternative à stopper cette spéculation. L'État ne permet pas à ces populations-là de vivre dignement. Quand un Mauritanien n'a pas accès à un état civil, quand le travailleur mauritanien lui-même n'est pas protégé par des lois, il y a des Mauritaniens aujourd'hui qui travaillent, qui n'ont pas de contrat. Certains d'entre eux ont fait 18 ans, 15 ans de service, ils n'ont aucun contrat. L'entreprise qui les fait travailler ne cotise pas pour eux à la caisse de sécurité sociale. Mais ces Mauritaniens-là, ils ne peuvent pas ne pas être en colère. Aujourd'hui, nous, on tire l'alerte, on sonne l'alarme pour dire aux autorités mauritaniennes, vous qui êtes à la décision, changez de fusil d'épaule, changez de vision, changez de cap pendant qu'il y a encore temps. Parce qu'à un moment donné, ce peuple martyrisé, ce peuple discriminé, à un moment donné, il peut verser dans la violence. Et nous, on ne souhaite pas la violence, on n'appelle pas à la violence. Nous sommes les gendarmes de la paix. Nous voulons permettre à notre pays de ne pas sombrer comme la plupart des pays africains. Le pouvoir en place doit s'ouvrir, doit discuter, doit aller vers les leaders, doit aller vers les populations, leur permettre d'avoir accès à un emploi. Aujourd'hui, la Mauritanie, presque 70% de la population mauritanienne, elle est jeune. Les jeunes n'ont pas de perspective, n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, si cette force énergétique et intellectuelle n'est pas canalisée par un travail décent,
Vous pensez que nier les réalités peut continuer à masquer les choses? Non, il faut que le pouvoir mauritanien se réveille. Mais peut-on saluer tout de même l'initiative du gouvernement de fixer des prix plafonds sur plusieurs produits de première nécessité, ou bien encore l'augmentation du budget de 8,5% en priorisant quand même 45% du budget aux dépenses de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture? C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Vous savez, moi, je ne fais pas de la politique de nihilisme. Je ne suis pas là pour nier tout, pour dessiner que mon pays, tout va mal. Il y a quand même une volonté de l'État. Je ne suis pas dans cette logique. Non, il n'y a pas de volonté. Pourquoi il n'y a pas de volonté? Malgré tous ces chiffres. Oui, malgré tous ces chiffres, ce ne sont que des chiffres, mais la réalité, nous la vivons. Pendant que le gouvernement mauritanien, les personnalités mauritaniennes ont choisi d'aller en vacances, gaspiller l'argent du peuple, nous, on était dans les quartiers, dans les villages. La situation des populations aujourd'hui, elle est catastrophique. Il ne faut pas qu'on nous sorte des chiffres pour essayer de montrer au niveau international que tout est beau, tout est bien fait, alors que la réalité chez nous, elle est complètement contraire. Aujourd'hui, les populations mauritaniennes, Nouakchott, la capitale, ça fait 48 heures que Nouakchott n'a pas d'électricité et d'eau. Je parle en connaissance de cause. Les inondations dans la vallée du fleuve, dans le sud de la Mauritanie. Aujourd'hui, les inondations sont énormes. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pouvoir lutter contre les inondations? À part attendre que la chose vienne et venir avec des sacs de riz et des bidons d'huile pour dire aux populations, nous sommes là pour vous, et prendre des photos, poster sur les réseaux sociaux pour dire oui, le gouvernement a été à côté de vous. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui donne une perspective. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui s'inscrit dans l'avenir. Dans la perspective d'avenir, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que ça arrive pour dire eh ben, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il nous a donné des capacités intellectuelles. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Le gouvernement mauritanien aujourd'hui, quand vous parlez des prix, mais je vous dis, le gouvernement mauritanien, à travers le ministère du Commerce, ils ont sorti des listes pour dire qu'ils ont fixé les prix. Ils ont fixé mais les prix. vous partez au marché, le commerçant, il vend comme il veut. Et la police le sait. Les services de l'hygiène savent tout ce qui se passe. Les services de contrôle des prix le savent. Ils savent tous que les commerçants ne respectent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux citoyens, si un commerçant ne respecte pas le prix, si vous le signalez, on va l'arrêter. Les commerçants ont été signalés. Qu'est-ce qui s'est passé? Des boutiques, leurs magasins ont été fermés temporairement pendant 3, 4 jours ou 5 jours, on leur demande de payer une amende. Si vous demandez à un commerçant de respecter le prix, il ne respecte pas le prix, vous allez mettre une amende. Si lui, il sait que dans son intérêt, il ne va pas respecter le prix pendant 1 semaine, 2 semaines, il va payer l'amende, il va préférer payer l'amende. Il faut qu'il y ait des sanctions réelles et vraies, sans sentiment. La loi doit être appliquée sur l'ensemble des Mauritaniens. Tel n'est pas le cas. Quand vous êtes un fils bien né en Mauritanie, vous risquez de ne pas être inquiété. Et quand vous êtes le fils d'un inconnu, d'un menuisier ou d'un mécanicien, vous pouvez vous retrouver au commissariat et en payer les frais. C'est une réalité. On ne dramatise pas, on dit les choses telles qu'elles sont. Ça fait mal, ça peut ne pas plaire au pouvoir, mais moi j'assume mes positions. Mais justement, vous, en tant que député du Front républicain pour l'unité et de la démocratie, comment vous pesez face à une majorité politique qui semble assez verrouillée au dialogue? Quelles sont vos pistes de solution face à ça? Nos pistes de solution, elles sont très simples. D'abord, il faut sensibiliser la population à comprendre les enjeux et l'importance de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les Mauritaniens, il y a 10 ans, ce n'est pas le nombre de Mauritaniens qui regardent aujourd'hui les discussions au Parlement. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Étant une majorité, parce que l'opposition n'a que 27 députés sur les 176 députés à l'Assemblée, mais nous mettons la pression, nous faisons des plaidoyers. Ils peuvent faire semblant de ne pas écouter, mais au bout d'une semaine, ils sont obligés, sur les 10 propositions que nous menons à l'Assemblée, ils en règlent quelques-unes. Je donne un exemple. Il y a 866 employés de la Société mauritanienne d'électricité. Pour certains, 15 ans, 10 ans, 20 ans de service sans contrat. Il a fallu le plaidoyer que nous avons fait à l'Assemblée devant le ministre des Finances pour que l'État décide de leur donner des contrats. Nous l'avons fait pour les pigistes à la télévision nationale. Nous l'avons fait pour les pigistes à la radio qui aujourd'hui sont en voie d'avoir leur contrat. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Déjà, rien que le fait d'inciter nos jeunes, nos populations à comprendre l'importance de la discussion, parce que les budgets de l'État, tout se discute à l'Assemblée. Si nos jeunes ne sont pas conscientisés, informés de la situation du pays, je pense qu'ils ne vont pas s'engager. Mais aujourd'hui, je vous le dis ici, très fièrement, que les jeunes prennent conscience et les prochaines années, la Mauritanie va engager une nouvelle dynamique de changement qui sera inévitable pour elle.
Mais finalement, justement, en parlant de ces jeunes qui sont face à tous ces problèmes que nous avons évoqués, comprenez-vous que plusieurs milliers de vos compatriotes et même de la jeunesse cherchent à migrer vers l'Europe, plus particulièrement vers les îles Canaries, pour trouver justement une vie beaucoup plus meilleure? Et ça c'est bien de le dire, parce que malgré tout ça, la Mauritanie en 2024 a encaissé 210 millions d'euros de l'Union européenne. Pour renforcer, justement, pour freiner. Pour jouer aux gendarmes, moi je dirais. Moi je dirais pour jouer, la Mauritanie ne doit pas jouer aux gendarmes. Malgré tous les investissements qui ont été faits, qu'est-ce que cela a apporté comme réponse à la migration? Les jeunes continuent de mourir en mer, ils continuent de mourir dans l'océan Atlantique. Donc ce partenariat n'est pas une solution. Ce partenariat n'est pas une solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de permettre à la jeunesse mauritanienne d'accéder à un emploi décent. La solution, c'est de mettre un état de droit qui permettra aux Mauritaniens de vivre en sécurité. La solution, c'est de permettre aux Mauritaniens d'aller à l'école. La solution, c'est de permettre aux Mauritaniens d'accéder aux soins, d'accéder à un travail décent. La solution n'est pas de continuer à dire oui, donnez-nous l'argent, nous allons bloquer. Vous ne pouvez pas bloquer la force de cette jeunesse qui est totalement désespérée à cause de vos mauvaises politiques. La solution, c'est d'appliquer une bonne vision, de poser des bonnes politiques et de permettre aux jeunes de rester chez eux. Vous ne pouvez pas imposer à la jeunesse mauritanienne de rester, mais vous pouvez l'aider à accéder à un emploi. Un jeune Mauritanien qui gagne bien sa vie en Mauritanie, qui vit en sécurité, qui est dignement respecté, il n'a pas besoin d'aller vers l'Europe. Et si l'Europe pense que c'est en donnant l'argent à la Mauritanie qu'elle va freiner, eh bien qu'elle regarde les résultats de combien de jeunes Africains, malheureusement, et Mauritaniens meurent dans les eaux. Et aujourd'hui, avec même et ça a engendré des rafles vers les migrants. Aujourd'hui, les migrants, ils ne sont pas en sécurité chez nous. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Au nom de cette politique de migration, on est en train de détruire nos liens avec des pays africains, nos pays frères. Et ça, c'est dangereux pour nous. Et la France, ou l'Espagne, ou l'Union européenne vont se frotter les mains parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui fait le boulot pour eux. Le sale boulot. Nous sommes contre cela. Mais dans ce contexte, justement, j'aimerais vous interpeller sur ce partenariat-là, qui c'est quand même 200 millions d'euros signés donc l'année dernière avec l'Union européenne pour renforcer, comme on l'a dit, la gestion des frontières. Mais est-ce que vous trouvez que justement cela défend en priorité la protection des droits des citoyens ou à répondre aux intérêts européens? Et si c'est le cas, pourquoi justement le gouvernement mauritanien a signé ce partenariat alors? D'abord, avant ce partenariat, combien de pays l'ont refusé en Afrique du Nord? C'est la question qu'il faut poser. Il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a plein de pays qui ont refusé ce partenariat. La Mauritanie a accepté ce partenariat. Allez-y demander au pouvoir pourquoi ils ont demandé. Pour moi, un partenariat aussi important et capital pour la réputation de notre pays devrait être discuté et accordé à l'Assemblée. Tel n'a pas été le cas. Ça a été fait dans la plus grande opacité. Il n'y a aucune information réelle qui a filtré. Vous, en tant que député, vous n'étiez pas... En tant que député, nous n'avons pas été consultés. Il n'y a eu aucune discussion autour de ce partenariat-là. Nous l'avons découvert comme le citoyen lambda, publié dans les journaux, en voyant aussi l'accueil qui a été réservé au roi ou je ne sais pas de l'Espagne ou le ministre, etc., qui sont venus chez nous. Donc aujourd'hui, la question de la migration, elle pose un véritable problème pour nous. Nous avons alerté à plusieurs reprises les autorités mauritaniennes. On leur a dit attention, attention au retour du bâton, attention à votre comportement. Parce que le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Congo, d'autres pays, il y a des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, il y a des Mauritaniens dans tous ces pays, ils vivent en paix, ils n'ont aucun problème. Il ne faut pas que la répercussion de cette politique-là fasse que nos concitoyens installés dans ces pays-là subissent les conséquences. Résultat, le Mali, vous l'avez vu, il est en train d'interdire tous les petits commerces. J'ai vu le Congo en train de faire la même chose. Le Gabon est passé aussi à la même chose. Finalement, tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que je préfère, ou nous préférons qu'il y ait un renforcement de liens entre les Africains d'abord. C'est important. Parce que si ce sont les Mauritaniens qui se permettent de jouer aux gendarmes pour d'autres nations, alors que nous, notre avenir immédiat, même si aujourd'hui le monde c'est un monde global, mais notre avenir immédiat est avec nos frères africains. Il faut faciliter la tâche. Il faut faciliter la tâche à leurs ressortissants. Il faut les accueillir correctement. C'est ça qui va sauver les Mauritaniens qui seront dans ces pays-là. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et toujours en lien avec ce partenariat, parce que vous dénoncez également régulièrement la corruption endémique dans l'administration mauritanienne, mais en soi, comment on peut expliquer ces mesures concrètes, en soi sur le terrain,
Comment peut-on combattre ce fléau qui est la corruption? Vous, à votre échelle, est-ce que vous mettez des mesures? Oui, vous savez, nous avons voté des lois sur la corruption à l'Assemblée nationale. Il y a eu une instance qui a été installée pour lutter contre la corruption. Je pense qu'en termes d'arsenal juridique, en termes de loi, la Mauritanie, elle a toutes les lois qui luttent contre la corruption. Le problème, Elles ont fait leur preuve. Le problème n'est pas les lois. Le problème, c'est l'application des lois. Et c'est là où pose le problème. Quand un gouvernement, quand le président de la République, ou même le Premier ministre, sur sa proposition, bien sûr, des dames ou une femme qui avait été pris la main dans le sac, à la CAMEC, a été limogée tout simplement. Mais il n'y a jamais eu une poursuite contre cette personne. Quand quelqu'un qui travaillait au port a eu des problèmes de mauvaise gestion, de corruption, était en train de payer et qu'il a été coopté dans une institution pour lutter contre la traite, etc. Quand on prend des voleurs de la République et on leur donne des postes, ça c'est lutter contre la corruption? Non. Et comment appliquer ces lois? Pardon? Comment peut-on appliquer ces lois? Pour appliquer les lois, c'est que dans la loi, il n'y a pas de sentiment. La loi, c'est la loi, elle doit s'appliquer à tout le monde. Si vous appliquez la loi aux plus faibles et vous laissez les plus forts, la loi ne sera jamais respectée même par le citoyen lambda. Donc la loi, comment l'appliquer? C'est très simple. Les tribunaux, les instances mises en place, si on prend quelqu'un, on a des preuves claires sur lui, contre lui, qu'il a détourné l'argent, il doit en payer les frais. Tout récemment, le gouvernement a posé un acte, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Cet acte, c'est quoi? C'est au ministère de l'Éducation, il y a eu des directeurs et des directrices qui ont été pris pour corruption, pour détournement de fonds, sur une commande de table-banc. L'argent a été détourné, mais on s'est arrêté juste au directeur. Alors que leur ministre, celui qui était le ministre de l'Éducation de l'époque, de cette période où l'argent a été détourné, il a été nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Donc, cela veut dire quoi? On va exposer les plus faibles, ceux qui n'ont pas de protection, ceux qui n'ont pas de tribu, mais ceux qui sont puissants, on va quand même essayer de les laisser passer entre les mailles. Non, la loi, c'est pas comme ça. La loi doit s'appliquer du plus fort au plus faible et du plus faible au plus fort. Monsieur Diallo, on arrive bientôt vers la fin de l'émission et face à la montée des tensions dans le pays, vous proposez un dialogue aussi national apaisé. Mais ce dialogue avec ces tensions ethniques qui restent vives et où justement la société est quand même marquée par des traumatismes historiques, comment concilier cette fermeté dont vous prônez, vos revendications, avec cette ouverture de dialogue? Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les guerres ont été réglées autour d'une table par le dialogue. Donc, le dialogue, c'est quelque chose de véritablement important. Mais il ne peut être important que quand il est sincère, il est transparent et il est clair. En 2022, ce même pouvoir mauritanien a appelé au dialogue. L'opposition a favorablement répondu au dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? En plein préparatif, à moins de quelques heures de l'ouverture du dialogue, le ministre de l'Intérieur a demandé d'arrêter le dialogue sans aucune explication. Ça, c'est en 2022. En 2022 ou en 2023, il y a eu le pacte entre l'ERFD, un parti de l'opposition, l'UFP, un autre parti de l'opposition, et le ministère de l'Intérieur à travers ça, le président de la République. Il y a eu un pacte. Ce pacte a été célébré, montré en grande pompe, finalement dans les tiroirs. Absolument rien n'a été appliqué. Donc, nous ne pouvons pas appeler ou aller au dialogue avec un pouvoir qui n'est pas transparent et qui n'est pas clair dans le dialogue. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la fermeté face à ce pouvoir-là. Si on n'est pas ferme pour l'avenir de nos... En fait, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'avenir de nos enfants, de l'avenir des populations mauritaniennes. Et la Mauritanie doit être au-dessus de tout intérêt égoïste et individuel. On doit travailler dans l'intérêt collectif. Mais malheureusement, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui va vous appeler au dialogue pour vous rouler dans la farine. C'est un pouvoir qui va vous appeler au dialogue, mais qui ne va pas appliquer les conclusions du dialogue. Finalement, est-ce que nécessaire de dialoguer avec le pouvoir? Moi, je dis, aujourd'hui, en 2025, au moment où je parle, aller au dialogue avec le pouvoir, c'est contribuer à noyer les intérêts de notre nation. Et qu'est-ce que ça en dit de l'avenir? Quelle vision proposez-vous justement pour l'avenir de votre pays et surtout pour 2029? La vision que nous proposons pour l'avenir de notre pays, c'est une vision d'un état de droit. C'est une vision inclusive qui permettra à tous les Mauritaniens de s'asseoir autour de la table.
Aujourd'hui, ce qui est important dans la politique mauritanienne, il faut que la réflexion, l'avenir et la vision viennent de la base vers le sommet. Il faut stopper avec les visions qui viennent du sommet vers la base. Aujourd'hui, ce que je propose comme vision politique à notre pays, c'est d'aller vers la modernité, c'est d'aller vers le développement durable, c'est d'aller vers le partage équitable de nos richesses. La Mauritanie ne peut pas se développer, se construire si la Mauritanie n'applique pas les lois dans leur globalité. Nous avons besoin d'enlever le sentimental vers le réel et ce qui permettra à tous les Mauritaniens de vivre pleinement leur citoyenneté dans leur pays. On ne peut pas parler de perspective, on ne peut pas parler d'avenir si on a encore des Mauritaniens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de carte d'identité. On ne peut pas parler de développement s'il y a des Mauritaniens qui sont encore, jusqu'à aujourd'hui, leurs terres sont expropriées. Le développement ne peut pas se faire dans l'injustice. Pour se développer, il faut de la justice. Pour aller de l'avant, pour une vision, il faut un état de droit. Nous allons travailler et nous travaillons depuis très longtemps et nous continuerons à travailler pour un véritable état de droit où tous les Mauritaniens, le blanc, le noir, le métis, le rouge, puissent tous s'asseoir et se voir comme des frères et non comme des ennemis. Merci beaucoup Khalid Diallo, donc député mauritanien du Front républicain pour l'unité et la démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Mustapha Kanté pour la réalisation. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.